C'est vrai que c'est vraiment passionnant de relire aujourd'hui les mémoires de Pierre de Coubertin parce que l'on voit à la fois qu'elles sont datées par rapport aux peuples coloniaux, par rapport à la place des femmes, par rapport au fait qu'il vient d'un milieu qui est un milieu noble, donc il ne connaît pas le monde ouvrier, et on sent donc qu'il vient d'un milieu social et d'une époque qui date son raisonnement. Et en même temps, il est étonnamment moderne parce qu'il a tout à fait vu de façon visionnaire le rôle que le sport peut avoir dans les relations internationales et dans les sociétés. Il s'est battu comme un chien, comme un lion, pour pouvoir créer les Jeux Olympiques, qui au départ n'étaient que l'appendice d'exposition universelle. Il l'a fait dans le plus grand scepticisme des différents gouvernements, dont le gouvernement français. Et donc finalement, bien qu'il soit un homme du début du XXe siècle, effectivement, et de la fin du XIXe, socialement et politiquement, il avait en même temps une vision très moderne et il a été visionnaire sur le rôle que le sport peut avoir sur la scène mondiale. Les premiers Jeux Olympiques, 1896, c'est quelques nations et quelques dizaines de participants dans le plus grand scepticisme. Quand on voit ce que va être Rio, eh bien on voit le chemin parcouru. Alors il est certain qu'à l'époque, Pierre de Coubertin ne transigeait pas. C'était surtout sur les questions d'amateurisme. On ne parlait pas beaucoup de dopage d'ailleurs. À l'époque, ce n'était pas connu. Mais il était intransigeant sur le fait qu'il fallait ne rien toucher, non seulement pendant les compétitions, mais même en dehors. Ça date d'une autre époque. Aujourd'hui, les dangers, c'est plutôt le dopage, voire les paris truqués. On peut dire que Thomas Bach a pris la mesure et que la sévérité des décisions qui pourront être prises par rapport à ceux qui ont triché à Pékin ou à Londres et qui ne pourront pas participer à Rio est une bonne chose, et c'est un combat permanent entre l'épée et le bouclier, entre ceux qui se dopent et la lutte antidopage, qui s'est quand même très fortement musclée au cours de la dernière période, et on peut dire que le mouvement sportif dans son ensemble a vu le danger, qu'il puisse y avoir toujours ce soupçon de dopage, mais malheureusement le risque zéro, ici comme ailleurs, n'existe pas. Simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on arrive à voir que des gens se sont dopés longtemps après la course, donc il y a une sorte de dissuasion qui pèse sur eux, même si bien sûr pour le sportif qui ne s'est pas dopé, il est quand même plus agréable de recevoir sa médaille dans le stade le jour de la compétition que quelques années plus tard, après déclassement des tricheurs. Eh bien, effectivement, on peut dire qu'il y a eu de nombreux échecs, non seulement de Paris, mais aussi d'Annecy, de Lille auparavant. Mais je crois que l'époque a changé parce que les responsables du dossier, notamment Bernard Lapasset, Tony Estanguet, font une équipe très complémentaire. C'est le milieu sportif qui s'est emparé de la candidature avec le soutien des milieux politiques, mais pas le milieu politique en avant, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis surtout, c'est que les Français ont compris que le simple fait d'évoquer Pierre de Coubertin, qui une fois encore n'a pas été autant soutenu à son époque, ne suffit pas pour qu'on attribue les Jeux à la France. Qu'il faut faire non seulement un vrai travail de préparation sur les dossiers, mais, employons les gros mots, y compris de lobbying, et qu'il ne suffit pas de se plaindre que d'autres le fassent et que nous ne le faisons pas. Et donc là, bien sûr, on attendra la réponse en septembre 2017, mais il y a une candidature très crédible de Paris, avec bien sûr d'autres candidatures qui sont aussi, notamment celle de Los Angeles, très, très dangereuse pour la candidature de Paris, mais il y a quand même là de chances réelles parce que on a affaire à une vraie équipe de professionnels et les leçons des échecs précédents ont été tirées.